Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce stage de formation un petit peu virtuel aux gestes et postures. Moi je suis Cyril Guénia, je suis formateur incendie, secourisme, habilitation électrique et formateur PRAP, notamment PRAP petite enfance. Bienvenue à ce stage en gestes et postures. Par rapport à cette formation, certains vous diront que la formation gestes et postures elle sert absolument à rien. Or c'est pas vrai parce que la formation en gestes et postures, que ce soit le quart d'heure sécurité ou 45 minutes lors d'une journée prévention ou 3 heures, ou même une journée, on s'orientera plus sur les formations au TMS ou la formation PRAP, sont toujours intéressantes dans le but de la prévention des risques professionnels. C'est-à-dire qu'on va informer le salarié à savoir qu'est-ce qu'il faut faire comme bonne manutention, quels sont les axes de progrès, et puis à la limite, ça permet d'avoir un point de démarrage pour effectuer de la formation dans ces structures. Voilà quel est le support pédagogique que je propose. Et pour commencer, ce que j'aime bien parler, c'est toujours de l'homme préhistorique parce que en fait, lorsque nous étions des primates, il y a déjà ça depuis un petit moment, et ben notre dos n'était absolument pas fait pour être en position debout. C'est-à-dire que si vous prenez un primate actuel, celui-ci il ne peut pas tenir debout pendant très longtemps. Et du coup, comme nous on a pris la posture debout, et ben notre dos, notre colonne vertébrale s'est adaptée à cette posture debout, et c'est pour ça qu'elle a cette forme de S un petit peu particulière. On pourrait croire que la colonne vertébrale est droite, alors qu'en fait elle est un petit peu, elle est toute tordue, hein, elle a une forme de S, et que l'activité de maintenant, depuis les années 1800, ça a été en s'accélérant, et les postures de maintenant font que on a d'énormes problèmes de dos parce que les postures que l'on adopte sont absolument pas prévues pour notre dos. Voilà. Alors, généralement, on fait la formation, la présentation du formateur, des participants. Ensuite, on donnera un guide à chaque personne et une attestation de formation. Alors, les objectifs de la formation, en premier, on va parler de prévention. On va essayer de cerner les conséquences des accidents du travail, des maladies professionnelles dans le milieu du travail, parce qu'il y a vraiment un risque, ça c'est sûr, et qu'il faut faire très attention à tout ce qui est prévention pour faire diminuer ces accidents du travail et surtout ces maladies professionnelles. Ensuite, il faut qu'on comprenne le fonctionnement et les limites de l'appareil locomoteur, c'est-à-dire qu'on comprenne comment fonctionne le corps humain pour pouvoir essayer de trouver des pistes de solutions et surtout savoir qu'est-ce qui nous fait mal. Pour finir, on mettra en œuvre des principes de sécurité physique et d'économie des forces, c'est-à-dire qu'on va faire des manutentions de charges inertes et en fonction de nos connaissances, on appliquera ça sur les bébés. Alors au niveau du programme, au début on va commencer et essayer de comprendre quel est l'intérêt de faire de la prévention dans le milieu professionnel, notamment la prévention ergonomique. Ensuite on va connaître le fonctionnement du corps humain, de ses limites et des lésions qui sont inhérentes à une mauvaise posture ou une activité trop intensive. Ensuite, on va parler des troubles musculo-squelettiques. Ensuite, on va faire des manutentions de charge inerte. Ça fera partie de la deuxième vidéo. Et ensuite, on mettra en application les principes de sécurité physique dans le cadre de son activité. Notamment, ce sera un petit peu de nettoyage. On va montrer comment est-ce qu'on passe le balai, comment est-ce qu'on fait les vitres, comment est-ce qu'on vide la lave-vaisselle. Ça peut être intéressant dans les structures. Et ensuite, on séparera la manutention des bébés en 3 parties. D'abord, c'est de 0 à 7 ou 8 mois, lorsque les cervicales du bébé ne peuvent pas se maintenir en place et du coup devront être supportées. Ensuite, on va le séparer de 8 mois jusqu'à ce qu'il marche, donc c'est à peu près un an et demi. Donc là, il va falloir porter les enfants et il commence à être un petit peu lourd. Et dès qu'ils marchent, on ne les porte plus, ça c'est sûr. Et donc on trouvera des solutions pour qu'eux-mêmes montent jusqu'à la table de longée, notamment avec des escaliers. Voilà. Alors, on va parler de prévention. En fait, depuis 2001, depuis qu'il y a eu cette loi sur l'obligation de faire un document unique, tous les chefs d'entreprise, les directrices d'établissement, les responsables de groupe doivent faire une analyse de risque lorsqu'un salarié est recruté. C'est-à-dire qu'on doit prendre tous les risques inhérents dans une crèche. Il y a le risque infectieux, le risque électrique, les risques psychosociaux, le risque ergonomique de déplacement à l'intérieur de la structure. Et l'employeur doit
donner des mesures de prévention. Alors soit on supprime totalement le risque, alors souvent c'est pas possible, mais dès qu'il y a des choses dangereuses, eh ben, on les supprime. Si jamais on ne peut pas les supprimer, comme par exemple faire des manutentions de bébé ou débarrasser de la vaisselle, on va donner soit des actions de protection collective, ça peut être par exemple faire en sorte qu'il y ait moins de bruit à l'intérieur des structures, on mettra des panneaux anti-bruit, on mettra du matériel ergonomique, ou soit on va donner une protection individuelle, c'est-à-dire que aux salariés, on va lui donner des gants, des chaussures qui montent jusqu'au talon et pas les fameuses crocs, etc., etc. Puis on mettra en place un règlement intérieur qui interdira certaines choses, notamment de fumer à l'intérieur de la structure, de porter des bijoux parce que les enfants s'accrochent aux boucles d'oreilles et puis arracher un lobe d'oreille très facilement. Et également formera son personnel à la manutention des enfants pour faire en sorte que ces accidents du travail et ces maladies professionnelles diminuent. Alors, le constat, il est super inquiétant, hein, c'est qu'un accident du travail sur 3 se produit en manipulant des objets. C'est-à-dire qu'une personne soulève un bébé et craque, ressent une violente douleur dans le dos, et ben ne cherchez pas, c'est un accident du travail. On reparlera un petit peu plus en détail de ces accidents du travail, on va essayer de déterminer qu'est-ce qu'un accident du travail, qu'est-ce qu'il n'y en a pas, et surtout les accidents de trajet. Et ensuite on parlera des maladies professionnelles, donc 8 maladies professionnelles sur 10 sont liées à l'activité physique, autant dire qu'il est important d'améliorer la situation, ça c'est sûr. Voilà. Alors un accident du travail, ben, c'est par exemple cet individu qui soulevait un sac de ciment, puis d'un coup il a ressenti une douleur au bas du dos. Généralement les gens vont dire au bas des reins, hein, alors qu'en fait il s'agit des lombaires, et puis, donc là c'est un accident du travail. Et les maladies professionnelles, eh ben, c'est une salariée par exemple qui fait un travail répétitif, une caissière, une couturière ou une masseuse. Et à force de faire ça, elle a une lésion au niveau de l'épaule qui la rend invalide. Et du coup, elle va demander gentiment à la CARSAT, c'est la Caisse régionale d'assurance maladie, une petite rente ou réparation. Et en fonction de la pathologie qu'elle a et puis de son poste de travail, et ben ça, la CARSAT lui dira c'est une maladie professionnelle, ou si ça ne rentre pas dans les tableaux de la sécurité sociale, ils lui diront ce n'est pas une maladie professionnelle. Alors les maladies professionnelles, elles ont vraiment une explosion là, avec notamment l'amiante, où on a toutes les pathologies cancéreuses liées à la plèvre qui débutent 15 ans, 20 ans ou 30 ans après, et ça, elles sont vraiment très problématiques. Alors, l'accident du travail, souvent les gens ne le savent pas, mais c'est du moment qu'il y a un événement qui porte atteinte à l'intégrité corporelle. Vous tombez, vous faites mal, c'est un accident du travail. Il faut remplir une déclaration d'accident du travail. Alors, c'est pas forcé que vous donniez l'accident. Quand on fait une déclaration d'accident du travail, c'est pas forcé qu'il y ait derrière un arrêt de travail. C'est dire, je fais une déclaration sur ce qui m'est arrivé, et si jamais il y a des conséquences derrière, au moins ce sera pris en charge comme un accident du travail. Ou alors c'est dès que ça apporte à l'intégrité psychique. Alors c'est quoi l'intégrité psychique? C'est par exemple un collègue de travail qui fait un arrêt cardiaque et qui décède. Dans ce cas-là, il faut remplir une déclaration d'accident du travail. Si on ne vient pas travailler le lendemain, on a droit à des indemnités ou un maintien du salaire. Voilà. Alors sont compris les accidents survenus lors d'une mission d'activité sociale ou syndicale. Alors, il y a la deuxième partie, c'est l'accident de trajet. Donc celui-là, il est beaucoup moins connu. Tout le monde sait que c'est le chemin le plus court entre son lieu de travail et son domicile, mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on peut faire un détour, notamment pour la nécessité de la vie quotidienne, notamment aller chercher ses enfants à la crèche. Si on fait un détour, c'est un accident de trajet. Si on a un accident. Aller à l'école, pharmacie ou aller acheter des denrées alimentaires indispensables et périssables. Alors, la première chose, c'est que c'est vrai que c'est toujours les accidents, les chutes, les chocs, les agressions. Et on voit qu'il peut y avoir également un choc psychologique, notamment vous avez un accident, il y a une personne qui décède à côté de vous, vous veniez au travail, c'est considéré comme un accident de trajet. Et la deuxième partie, c'est marqué ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle. C'est-à-dire que ce n'est pas forcé que ce soit votre lieu de résidence, votre résidence normale. Ça peut être un lieu de résidence habituel, c'est-à-dire que vous avez trouvé un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne, vous vivez tous les soirs chez elle, au lieu de vivre dans votre appartement, ce sera considéré comme un accident de trajet. Sachant que également, vous pouvez faire du covoiturage, c'est-à-dire que vous avez le droit d'aller chercher une collègue de travail, et donc si vous avez un accident
un petit peu grave entre votre collègue de travail et puis votre établissement, ce sera considéré comme un accident de trajet. Voilà. Alors, les conséquences des accidents du travail, ce sont des blessures, des contusions. Donc, ça, c'est typiquement le cas des structures qui sont encombrées au niveau du sol. C'est-à-dire qu'on ne voit pas un jouet, bim, on tombe, et ça peut créer des blessures ou des contusions. Plus grave, des fractures, des entorses, des luxations. Donc, ça, on y verra un petit peu tout à l'heure à quoi ça correspond. Également des lumbagos, des sciatiques. Alors là, c'est beaucoup plus grave. Ça s'inscrit dans la continuité. Mais, il y a forcément un élément déclencheur qui fait que, au bout d'un moment, on a des douleurs. Et les maladies professionnelles, alors pour que ce soit reconnu comme maladie professionnelle, il faut 3 cas. D'abord, c'est que la maladie figure dans un des tableaux. Alors il y a à peu près une centaine de tableaux de la sécurité sociale. Vous pouvez aller sur le site de la CARSAT ou de l'INRS et vous cherchez votre pathologie. Ensuite, que l'intéressé doit apporter la preuve de son exposition au risque. Alors c'est quoi cette preuve? En fait, c'est la fiche de travail. C'est-à-dire que on va prendre le cas d'un boulanger qui devient subitement allergique à la farine. Ou alors, on va dire une coiffeuse, une salariée de coiffure, qui d'un coup développe un asthme assez sévère. Ce que va faire la sécurité sociale, la CARSAT, c'est qu'elle va regarder quel est son poste de travail et quels sont les tableaux de la sécurité sociale inhérents à sa pathologie. Si ça rentre dans le cadre, ils vont commencer à négocier. Si ça ne rentre pas dans le cadre, là, c'est quasiment impossible, sachant que c'est toujours négociable quand même. Même si ça ne rentre pas, par exemple, ça peut être le cas du burn-out. Le burn-out n'est pas reconnu comme maladie professionnelle dans les tableaux de sécurité sociale. Mais après, si vous avez un bon dossier, ça peut passer. Et ensuite, il faut que la maladie doit avoir été constatée médicalement dans le délai prévu par les tableaux. Donc ce sont les fameux délais de carence, ça va être de 7 jours jusqu'à un mois. Alors, voilà les conséquences, ce qui peut provoquer des maladies professionnelles, c'est les articulations à l'épreuve, notamment le carreleur ou le plaquiste qui ont toujours les épaules levées. Ça peut être également une personne qui fait du nettoyage de vitres toute la journée avec les épaules levées, et là c'est vraiment pas bon du tout. Tout ce qui est vibration, alors ça c'est les vertèbres, elles détestent ça. Tous les efforts en porte-à-faux, et puis les manutentions soit de personnes âgées et soit d'enfants. On ne s'en rend pas compte, mais ça peut créer des maladies professionnelles. Alors là, je vous donne un exemple de maladie professionnelle. C'est le tableau 66, c'est notre fameux problème d'asthme. Donc là, c'est une rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition. Alors la condition exclusive, il faut savoir si la personne travaille en présence de protéines en aérosol. Si elle travaille dans un élevage de manipulation d'animaux, si elle manipule des fourrures, des feutres naturels, du camin, des peaux de sec, si c'est extraction d'huile, si c'est non, c'est quand même problématique. Et là, c'est la fameuse squat des rotateurs. Donc là, c'est l'épaule, c'est la tendinopathie aiguë. Et donc les délais de prise en charge, c'est 30 jours. Donc il faut que pendant 30 jours, vous ayez mal. Et le tableau, alors il faut que absolument votre poste de travail comporte des mouvements ou le maintien d'épaule sans soutien ou en abduction avec un angle supérieur à 60 degrés pendant au moins 3h30 par jour, en cumulé. Si c'est que 3 heures, c'est non. Voilà. Alors ça, c'est des informations qui peuvent être intéressantes. Alors les accidents du travail touchent essentiellement les hommes, 67,5%, mais également les femmes, parce que les hommes font un peu plus de travaux de force, des travaux physiques, notamment c'est tout ce qui est BTP, déménagement, etc. Les accidents de trajet, alors là c'est égalité, c'est quasiment autant d'hommes que de femmes. Et les maladies professionnelles touchent également aussi bien les hommes que les femmes. Les hommes ce seront plus l'amiante et les femmes seront plus souvent le syndrome du canal carpien, qui est handicapant. Alors ça c'est l'évolution des accidents du travail en France. Il y en a eu 624 525 en 2015. Alors c'est très long à voir les chiffres, mais ça résume bien. Et un accident de travail, il faut savoir que ça coûte très 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 cher à la collectivité. Et à l'entreprise aussi, parce qu'il ne faut pas croire que ça coûte qu'à la collectivité, à la CARSAT, mais l'entreprise derrière, elle va payer ses cotisations à la sécurité sociale, et quand il y a eu beaucoup d'accidents, ils vont payer beaucoup de cotisations. Voilà. Alors, il y a une légère baisse, sachant qu'il y a eu un pic en 2001. On pense que c'est dû aux 35 heures, le fait on a essayé d'augmenter la productivité des salariés, et du coup, ça a déclenché des TMS ou des maladies professionnelles. Alors ensuite, il y a l'évolution des accidents de trajet.
c'est plutôt stable. Il y en a eu 86 229 et je crois qu'il y a eu à peu près 90 morts donc sur ces accidents de trajet. Voilà. Ce qui donne derrière indemnité. Hein. Que ce soit un accident du travail, un accident de trajet, c'est quasiment. Alors normalement, vous n'êtes pas licenciable. Et en plus, derrière, si vous avez une incapacité à travailler, derrière, il y a une rente hein, qui est mise en place. Ensuite, ça, c'est l'évolution des maladies professionnelles. Et ben, on voit que ça augmente. Hein. Alors, soit parce que les gens sont plus au courant, ils ont Internet et puis ils savent que c'est une maladie professionnelle, ou soit avant, on ne les déclarait pas, ou soit il y a eu beaucoup de personnes qui ont travaillé avec l'amiante et du coup, ça a eu un pic phénoménal. Donc, on est passé de 24 000 en 2001 à 50 960 voilà, en 2015. Alors ça, c'est les TMS par âge et sexe, c'est hyper intéressant parce que on voit que ça commence tout doucement et que le pic a lieu vers 57 ans. 57 ans, c'est l'âge de l'usure du corps, etc., etc. Et que les femmes sont beaucoup plus impactées que les hommes. Les femmes à 52 ans, c'est à peu près 1250, tandis qu'à les hommes à 57 ans, on voit que c'est 800, 850. Alors ce qui peut être intéressant également de voir, c'est que ces troubles musculo-squelettiques commencent à partir de 25 ans. Alors on dit que le corps commence à vieillir à partir de 25 ans. C'est-à-dire que de 0 à 25, le corps est en croissance et qu'à partir de 25 ans, il se régénère beaucoup moins vite. Et du coup, on n'est plus en croissance. Là, on est en dégénérescence. Et donc le pic est vraiment vers 57 ans. Voilà. Donc là, il faut penser à la retraite. Alors, un salarié sur 20 est accidenté au travail chaque année. C'est-à-dire que si vous êtes 20 dans une structure, eh bien, il y en a une qui sera en accident du travail. Alors, je vous ai dit que ça coûtait très très cher. Du coup, il faut vraiment éviter ce genre de choses. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas les déclarer. Hein. Non, faut absolument, il vaut mieux avoir une politique de transparence par rapport à ces accidents. S'il y a eu un accident de travail, c'est que forcément, on aurait pu améliorer la prévention et qu'on aurait pu l'éviter. En fait, il faut toujours utiliser ces accidents du travail comme exemple pour pouvoir mieux fonctionner plus tard. Ensuite, un tiers des accidents du travail sont faits lors de manutention manuelle. Alors, généralement, quand on écoute les salariés à la fin de la formation gestes et postures, tout le monde dit oh, c'est super intéressant, j'ai appris plein de choses. Mais bon, je ne sais pas si je pourrais le mettre en application parce que j'ai mal au genou, ou il faut que je réfléchisse à chaque fois, ou j'aurai pas le temps, ou ça va fonctionner pendant une semaine et puis après je vais totalement y oublier. Alors, tout ça pour dire qu'en fait, le salarié est responsable de sa propre sécurité, c'est-à-dire que c'est lui-même qui est responsable de sa prévention en entreprise. Et que quand on fait une analyse de poste de travail, sans vraiment que le sujet soit conscient qu'on est en train d'analyser son poste de travail, il y a au moins 90% du temps où il aurait pu mieux faire, où ça aurait mérité de faire différemment. Et du coup, en fait, c'est vraiment une culture, c'est un apprentissage, c'est une éducation par rapport au dos, et que les excuses, alors c'est sûr on peut avoir mal au genou, hein. Là il va falloir trouver des solutions pour pas se baisser. Mais souvent les manutentions sont faites de façon inconsciente, alors que si on avait réfléchi un tout petit peu, elles auraient pu être évitées. Et du coup, on diminue ces accidents de travail. Alors, un accidenté du travail sur 4 a au moins de 25 ans. Hein. Donc, c'est vrai que souvent dans les structures, alors pourquoi je pense également parce qu'il y a certaines femmes qui ont enfanté jeunes et qui du coup ont déclenché des sciatiques ou des hernies discales. Et quand on leur pose des questions, ça peut être des anciennes sportives, notamment des gens qui ont fait du cheval ou de la gymnastique. Il y a une usure prématurée des disques ou des tassements discaux. Et du coup, le fait d'enfanter a vraiment déclenché ces hernies discales et du coup, elles vivent avec ça, même très 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 jeunes. Et pour finir, trois quarts de l'ensemble des maladies professionnelles sont liées à l'activité physique au travail. Hein. Autant dire que c'est urgent. Et du coup, ça peut déclencher soit des tendinites. Hein. La coiffe des rotateurs est une tendinite et vraiment handicapante. Hein. On ne peut plus lever l'épaule, ça fait très 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 mal. Et comme normalement c'est que du repos, il faut se mettre en arrêt. Une hernie discale, 9%, et puis l'arthrose, ça c'est à force de faire de mauvaises manutentions, c'est dû 1%. Voilà. Alors, maintenant, ce qui est dit sur le mal de dos, c'est que avant, lorsqu'il y avait des problèmes de dos, une hernie discale ou une sciatique ou des choses comme ça, un lumbago, généralement c'était arrêt de travail et puis le salarié se reposait. Alors, c'était vraiment pas une bonne situation parce que généralement ça allait mieux, même beaucoup mieux.
Par contre, dès que le salarié reprenait une activité physique, euh, bim, ça allait droit au clash. En fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que lorsqu'on a des problèmes de dos, il faut maintenir une activité physique, même au travail. Alors, c'est sûr qu'il faut arrêter de porter des choses lourdes, mais le fait de, de rééduquer son dos est bénéfique pour ses vertèbres. Alors, on a deux types d'accidents de dos, de problèmes de dos. Il y a tout ce qui est posture active et tout ce qui est posture passive. Alors, les postures actives, généralement, ce sont soit des mauvaises postures que l'on a dans le cadre de son activité professionnelle, notamment le porter d'enfant ou se baisser, des choses comme ça. Il y a également tout ce qui est bricolage à la maison, comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on vide le lave-vaisselle, comment est-ce qu'on rentre dans sa voiture, etc. etc. Il y a l'activité sportive. C'est sûr que si on fait du rugby quand on a des problèmes de dos, ça ne va pas aller en s'améliorant. Hein. Même en mettant une ceinture, c'est quand même problématique. Et il y a également tout ce qui est posture passive. Alors, c'est vrai que le soir, quand on en a plein le dos, le fait de s'allonger sur un canapé, c'est vraiment super agréable et on a l'impression que ça fait du bien. Or, le canapé n'adopte pas la posture en S, c'est-à-dire que si jamais on voulait avoir une bonne posture allongée, il faudrait mettre un petit coussin derrière ses lombaires et puis un petit peu au niveau des cervicales. Or, il y a beaucoup de postures au cours de la journée où on est allongé ou assis sur un écran ou des choses comme ça sur Internet qui font que, on entretient une mauvaise posture. Du coup, le mal de dos, c'est vraiment un élément déclencheur, c'est-à-dire que on a accumulé des mauvaises postures et bim, le mal de dos, c'est l'élément déclencheur. Alors, dire que c'est uniquement de la faute professionnelle, ce serait pas juste. En fait, il faudrait vraiment faire une analyse et se dire que dès qu'on a un problème de dos, il faut qu'on sache d'où ça vient et qu'est-ce qu'on met en place comme procédure pour éviter ce mal de dos. Mais ça se rééduque. Alors les conséquences, elles sont hyper importantes parce que en conséquences humaines, il peut y avoir des douleurs. Hein. C'est-à-dire qu'avoir le syndrome du canal carpien, c'est quand même très problématique. Ça réveille en pleine nuit, on a des fourmillements dans les doigts, c'est très problématique. Du coup, on dort plus, on devient irritable. Le fait d'entrer en arrêt, on tourne en rond, on est en déprime. Et ça peut créer même un handicap. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui ne peut plus utiliser une épaule, elle ne peut plus travailler en crèche. Du coup, derrière, ça va nécessiter un changement de poste ou des choses comme ça. Imaginons la coiffeuse qui ne peut plus travailler dans son salon de coiffure. Elle est obligée de se réorienter professionnellement. Et puis, que c'est un travail qui ne lui fera pas forcément plaisir. Ensuite, il y a l'usure mentale. C'est-à-dire qu'on sent que les gens sont fatigués. Hein. Surtout en fin d'hiver ou vers le mois de mai, juin, c'est bientôt la fin d'année. Il y a une grosse charge de travail. Et du coup, on voit que les gens sont beaucoup plus fatigués et le corps, il encaisse quand même beaucoup moins. Ensuite, il y a la rééducation parce que si jamais on a une entorse, si on a une hernie discale, il faut aller faire du kiné, il faut aller voir le médecin, il faut aller à l'hôpital, il faut faire des IRM, ça va pas, ça va. Enfin, du coup, c'est pas génial. La réadaptation à l'emploi. Il peut y avoir également des conséquences financières, donc gérées par l'entreprise. Parce qu'à la fin de l'année, la CARSAT va venir sonner à la porte de l'entreprise et leur dire écoutez, vous avez eu 5 accidents du travail, ça nous a coûté tant, donc vos cotisations, on va les multiplier par 2. Du coup, à la fin de l'année, quand on fait le compte, ça coûte quand même très 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 cher. Et effectivement, si le matin, il y en a une qui a mal au dos et qui ne vient pas travailler, alors déjà que vous êtes juste en nombre de professionnels par enfant, s'il y en a une de moins, du coup la directrice doit essayer de trouver une autre personne, elle doit gérer ça administrativement, elle doit faire les papiers d'accident du travail, et pendant ce temps, ce sont que 3 professionnels qui travaillent, du coup vous refusez des enfants, les parents ils sont en colère parce qu'ils sont obligés de récupérer l'enfant et de les donner à quelqu'un d'autre, du coup ils vont se plaindre en mairie, et puis les mairies sont totalement satisfaites du service. Voilà. Et on parle même pas des maisons de retraite, mais alors là, le turnover, il est phénoménal. Généralement, on utilise des intérimaires, ils ne sont pas forcément rodés à l'entreprise, et généralement, c'est eux qui cassent en premier, parce qu'ils n'ont pas eu de formation. Alors, les conséquences sociales, elles sont déplorables. Il y a une dégradation du climat social, une perte d'emploi, c'est-à-dire que si on est inapte, du coup l'entreprise elle se sépare de nous, hein, si elle ne peut pas nous repositionner dans un travail, et la précarité. Et les conséquences juridiques pour le directeur, elles sont hyper importantes parce que si jamais le salarié arrive à prouver qu'il n'y a pas eu de prévention, il n'y avait pas de document unique, etc., etc.,
et ben, l'entreprise elle peut prendre une amende et ça peut être quand même assez important. Et les peines de prison, il faut savoir que l'employeur engage sa responsabilité civile, donc ça c'est l'assurance qui remboursera, mais également sa responsabilité pénale, notamment dans la notion de mise en danger d'autrui. Alors là, ce sont les sièges des lésions des accidents du travail. Alors, je le trouve un petit peu sous-estimé parce que ce qu'on voit, c'est que c'est 26% du dos. Donc là, c'est tout ce qui est hernie discale, etc. Les membres inférieurs, notamment les genoux et puis voilà, les chevilles. Ensuite, ce qui est 10 à 20%, là, c'est tout ce qui est membre supérieur. Donc c'est souvent épaules, coudes, poignets, notamment le canal carpien. 6% la tête et les autres, c'est 5%, c'est-à-dire qu'on n'est pas au courant. Alors, la répartition des... Alors ça, c'est uniquement dans les crèches, hein, c'est dans les structures. La répartition des accidents du travail par sexe, hein, c'est féminin, 96%. Voilà. Ensuite, on a 66% des accidents du travail, des maladies professionnelles. Alors, là, on a le tableau, je vous l'ai mis parce que ça peut être intéressant. En fait, souvent, on me demande, on a le droit de porter jusqu'à combien? Que dit le Code du travail? Le Code du travail dit qu'on a le droit de porter, pour une femme, plus de 18 ans, jusqu'à 25 kg. Alors attention, si c'est une scolaire qui vient travailler dans une crèche, elle n'a pas le droit de porter plus de 10 kg. Hein. C'est entre 16 et 17 ans. Et pour les hommes, c'est 55 kg. Alors ils peuvent porter plus, mais c'est sous surveillance médicale. Alors ça, c'est le coût moyen des accidents du travail, c'est 1921 euros. Alors ça sort d'un centre de gestion, c'est ce qui gère toutes les mairies des collectivités en fait. Et c'est eux qui ont fait ce tableau, sachant que si c'est un décès, c'est quand même beaucoup plus cher. Donc là, ce sont souvent des accidents du travail bénins. Mais alors si l'accident du travail est beaucoup plus important, là c'est le coût répercuté par les cotisations sur 3 ans. Canal carpien, 11 939 euros. Œil, 117 519. Donc c'est une perte complète de la vision. Et amputation de la main dominante, 432 958. Et s'il y a un décès sur l'entreprise, attention, la responsabilité pénale de l'employeur peut être engagée, c'est 621 318 euros. Voilà. Alors on va passer à la deuxième partie. Donc là, on va parler de l'anatomie et pourquoi est-ce qu'on a mal au dos. C'est pour ce genre de choses. Alors, on va distinguer d'abord du système locomoteur les os, les muscles, les articulations. Et donc on va voir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur et pourquoi est-ce qu'on a mal. Alors le corps est composé de 206 os. Hein. Alors il y a un moment technique pour savoir combien il y a d'os. Vous pensez à la paire de ciseaux. Donc ça fait 206 os. Donc à quoi il sert ces os? Eh bien, d'abord c'est la charpente pour l'organisme. Hein. C'est-à-dire que c'est ça qui nous fait qu'on tient debout. Protéger notre organisme. Donc là il y a les côtes, donc c'est ce qui protège nos poumons, notre estomac, notre foie, notre rate, etc., notre cœur. Et la boîte crânienne, alors la boîte crânienne, c'est une articulation hein, qui est fixe, mais c'est quand même une articulation. Elle grandit au cours de notre vie. Et les os servent à fabriquer les cellules sanguines. Alors, on a en haut tout ce qui est boîte crânienne. Ici, c'est l'humérus. Là, on a le radius et le cubitus. Hein. Le radius est dans le prolongement du pouce. C'est pour ça qu'ici, on a le pouls radial. Ici, on a le pouls huméral. Ensuite, là, on a les vertèbres de la colonne vertébrale, le bassin. Alors, la fracture de bassin, c'est la fracture la plus grave du corps humain. Ici, on a c'est les cols du fémur, ici. Et on voit que tout le poids du tronc est tenu que par cette articulation qui est ici. Ici, c'est le fémur. Là, le tibia. Et à l'arrière, le péroné. Voilà. Donc, tous les os du corps humain. Alors à quoi servent les os? Donc ça on l'a déjà vu, ça sert à protéger les organes et tout. Et on distingue les os plats, les os longs et les courts. Alors en plat, on a l'omoplate par exemple. En long, là, le fémur, le tibia, le péroné, l'humérus. Et les os courts, eh ben, on a les vertèbres. C'est cette petite chose ici. Alors cette vertèbre, souvent on pourrait croire que ici cette partie c'est l'arrière du dos. C'est-à-dire que quand on passe la main dans le dos, on pourrait sentir ça. Or, pas du tout. On sort vraiment ce genre de choses. Hein. Donc ça, c'est vraiment l'arrière du dos. Alors, au niveau des différentes articulations, ici, on a des ligaments. Donc, les ligaments maintiennent l'articulation en place. Et ça, ce sont des ligaments internes. Donc, ce sont les ligaments croisés. Lorsqu'on a une entorse, souvent, on a soit les ligaments externes,
ou soit les ligaments croisés. Et ces ligaments, ils peuvent être soit avoir une inflammation, c'est une entorse bénigne, ou soit déchirés, partiellement déchirés ou totalement déchirés. Et si on a un arrachement osseux, là c'est très 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 grave. C'est pour ça qu'on fait toujours une radio lorsqu'on a une entorse. Donc on a ça c'est une articulation mobile, hein, c'est la mâchoire par exemple, le coude, le poignet, le genou. Ici, ce sont des articulations semi-mobiles. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne va pas en arrière? C'est parce que ces os ils se touchent et qu'on ne peut pas aller en arrière. Par contre, on a une très grande mobilité devant. Par contre, on ne peut pas faire une rotation à 360 degrés, mis à part si vous êtes salarié au Cirque du Soleil. Et ça, ce sont des articulations rigides. Hein, donc, c'est tout ce qui protège la boîte crânienne. Voilà. Alors, le fonctionnement de l'articulation. Donc là, on a bien les ligaments croisés. Et ici, on a un ligament latéral. Voilà. Donc ça maintient bien l'articulation. Le tendon, c'est ce qui relie le muscle à l'os. Voilà. Donc là, c'est le tendon qui est relié à l'os et qui va maintenir un muscle. Ici, on a un ménisque. Et ce qui fait glisser tout ça, c'est du liquide synovial. C'est un petit peu le lubrifiant de l'articulation. Alors ici, on voit bien que la colonne vertébrale, elle est en S. Hein. Ça, c'est l'empilement. Et on doit toujours essayer, si possible, d'avoir ce type de posture avec la colonne vertébrale. Et donc là, ça permet d'avoir la tête droite. Alors ici, c'est le pelvis. Et souvent, vous entendrez parler de la balance pelvienne. Alors la balance pelvienne, c'est une posture qu'il y a entre ces vertèbres et le pelvis, ou les sacrés. Et c'est pour ça que des fois, on vous dira, lorsque vous faites certaines postures, il faut contrebalancer le poids de ce que l'on pose, ce que l'on porte, avec le pied en arrière. C'est pour maintenir cette balance pelvienne. Alors, là, on voit qu'il y a 32 à 34 vertèbres. Si on commence par en haut, eh ben, on a les vertèbres cervicales. Donc, il y en a 7. Alors, la première, c'est Atlas, Axis, etc. etc. Donc, c'est ça qui permet de maintenir la tête. Hein. Ensuite, on a les vertèbres dorsales. Donc, il y en a 12. Elles vont à peu près jusqu'à ici. Ensuite, on a les vertèbres lombaires, les sacrés et les coccygiennes. Donc, il y en a 3 à 5, sachant que ça, c'est l'ancêtre de la queue. Et généralement, celles-là, on dit qu'elles sont soudées. Alors, il y a un moyen mémotechnique de se rappeler du nombre de vertèbres que l'on a. C'est-à-dire que le matin, on se dit, le matin, je me lève à 7 heures du matin, je mange à midi, je finis à 5 heures le soir, je sors en discothèque jusqu'à 5 heures du matin et je rentre à 4 pattes. Donc ça, c'est le moyen mémotechnique pour se rappeler du nombre de vertèbres. Alors, cette colonne vertébrale, eh ben, c'est ça qui permet de se mettre en arrière légèrement, de soulever, de pivoter, de pencher, de s'étirer. On a vraiment une très grande mobilité de cette colonne vertébrale. Et ça, c'est vraiment un empilement d'os. Alors, l'empilement d'os, il se fait également avec une jointure qu'on appelle le disque intervertébral. Alors ça, c'est une sorte de cartilage et au milieu, on a un noyau gélatineux. Et du coup, lorsqu'on se penche en avant, on va venir écraser légèrement ces vertèbres. Et ce qui a tendance à faire, c'est que ça sort à l'arrière. Et à l'intérieur ici, il y a un trou dans ces vertèbres et à l'intérieur passe la moelle épinière. Et bien c'est ça qui atteint lorsque on a un problème de dos. Voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours se poster, se tenir droit. Alors généralement on a mal où? Et ben c'est au point charnier. C'est ici et là. C'est pour ça que souvent on entendra des gens qui ont été faire un scanner. J'ai un sciatique ou une hernie discale L5 S1. Voilà, donc ça c'est le nom des lombaires. Alors, ici on a les vertèbres qui sont dans le dos. Donc cette partie, ça c'est du disque intervertébral. Ça, disque intervertébral. Et au milieu, on a un noyau gélatineux. Ce noyau gélatineux, c'est ce qui nous permet de faire pivot. Ici, on a l'os. Voilà. Et ici, là, c'est la moelle épinière. Donc la moelle épinière fait partie intégrante du cerveau. La moelle épinière qui descend le long du dos, remonte jusqu'au cerveau, au cervelet, au bulbe rachidien, et fait partie intégrante du cerveau. D'accord ? Et elle passe à l'intérieur de ces vertèbres. Ce qui est sur le côté, c'est le système nerveux périphérique
Et ce sont des nerfs rachidiens. De mémoire, il y en a 31 paires. Et ça, c'est ce qui permet de bouger, ou les jambes, les bras, de sentir les choses sur son corps, etc., etc. Alors si on regarde une vertèbre avec ce disque intervertébral, on pourrait comparer ça à une tartine avec de la confiture. C'est-à-dire qu'en bas on met un morceau de brioche, et au milieu on met de la bonne confiture de framboise. On voit que si on appuie devant, eh ben, cette confiture a tendance à partir en arrière. Alors ça se fait avec le temps, mais c'est pas ce que vous allez faire une fois que vous allez finir avec une hernie discale. Mais à force de faire des mauvaises manutentions, du coup on use de façon prématurée ces disques. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est que ce disque intervertébral, il sort et il appuie soit sur un nerf, ça s'appelle une sciatique, soit sur la moelle épinière, ça s'appelle une hernie discale, et une lésion au niveau des disques intervertébraux, ça s'appelle un lumbago. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'à partir de 25 ans on se tasse? Eh bien c'est parce que la gravité plus les mauvaises manutentions et des choses comme ça font que, alors c'est pas les os qui rétrécissent, c'est le disque intervertébral qui s'écrase. Et ben à 1 mètre, à 25 ans on va faire 1,80 m, et puis à 50 ans on va faire plus que 1,78 m, c'est-à-dire qu'on aura perdu 2 cm. Et donc vraiment les lésions que l'on a, c'est au niveau des charnières cervico-thoraciques, donc c'est entre les cervicales et puis les vertèbres dorsales 12, et ici les lombaires avec la zone sacrée. Donc ça c'est le disque, c'est le noyau gélatineux, cette partie, et ça c'est le disque intervertébral. Donc disque intervertébral, noyau gélatineux qui a tendance à faire un pivot. Tout à l'heure je vous montrerai, j'ai une planche anatomique qui explique bien tout ça. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Eh ben, des nerfs périphériques, notamment le nerf sciatique ou la moelle épinière. Voilà. Alors tous les mouvements à éviter, ce sont ceux-là, tous les mouvements de flexion, parce que là on n'a pas le dos droit, tous les mouvements d'extension, là c'est vraiment problématique, tous les mouvements de pivot ou de rotation, et toute l'inclinaison latérale. Quoi. Alors c'est pas parce que vous allez le faire une fois que vous allez attraper une grave maladie au niveau du dos, mais à force de répéter, et ben, vous pouvez avoir ce type de lésion, et du coup c'est pas bon pour la colonne vertébrale. Voilà. Ça abîme le disque intervertébral. On peut également avoir des problèmes de cartilage. Enfin, le cartilage, à quoi il sert? Donc ici, on a le ligament, et là, on a le liquide synovial. Ce liquide synovial, c'est ça qui fait que ça peut glisser. C'est une sorte de lubrifiant. Donc là, on a la destruction totale du cartilage, on verra tout à l'heure avec un épanchement de synovial. Donc ça, ce sont les ligaments, on les a déjà vus tout à l'heure. Hein. Alors généralement, quand on a une entorse, ce sont ces ligaments qui sont lésés, quoi. Alors souvent on entend dire bah, j'ai une entorse des ligaments. Bah oui, c'est forcé parce qu'une entorse ça peut être que des ligaments. C'est comme si on disait j'ai une carie aux dents. On peut avoir une carie au niveau du genou. Voilà. Ici c'est le talon, donc là c'est le fameux talon d'Achille, hein, alors qui peut être sectionné par manutention de chariot. C'est pour ça qu'il vaut mieux pousser un chariot plutôt que de le tirer. En tirant le chariot, si la roue touche, ça peut sectionner un tendon. Donc ça j'ai déjà vu dans un bar au Club Med où il y a un salarié qui tirait un chariot, il s'est sectionné le tendon. Et là on voit qu'ici on a le muscle, le tendon, et qui est relié au niveau de l'os. Alors les muscles, ça c'est vraiment super important. Donc en fait ils ont besoin de deux choses pour pouvoir fonctionner, c'est d'oxygène et de glucose. Alors il faut savoir qu'on a trois types de muscles. Généralement les muscles, le biceps, tout ça, c'est ce type de muscle. On peut également avoir des muscles qui ne se fatiguent jamais, parce qu'il faut savoir qu'un muscle peut se congestionner. Un muscle qui se congestionne, c'est qu'au bout d'un moment, à force de travailler, il est obligé de relâcher, il y a toujours une phase de repos. Sauf pour les muscles cardiaques, notamment le cœur qui s'appelle le myocarde, et tout ce qui est poumon, c'est le diaphragme, donc cela ne se fatigue jamais. Et donc c'est un différent type de muscles. Alors là on a les veines, les artères, donc là c'est pour alimenter les fibres musculaires, et on voit qu'au bout d'un moment, eh ben, il faut que le muscle il élimine ses déchets. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il s'est accumulé en toxines. Il y en a qui vont faire du sauna, du jacuzzi ou du hammam pour pouvoir essayer de s'éliminer les toxines par les pores. Enfin, je ne sais pas si ça marche vraiment, mais si ça leur fait du bien, normalement, ça devrait être pas trop mal. Et du coup, on voit qu'il faut toujours
donner une période d'élimination des déchets. Alors, comment est-ce que ça va se faire? Tout d'abord, lorsque vous faites un effort important, il faut toujours s'échauffer. La température, enfin, la meilleure température pour qu'un muscle, la température optimale pour qu'un muscle puisse fonctionner, c'est à peu près de 39 degrés. Donc, si jamais vous faites un effort violent, par exemple, vous êtes en voiture, vous arrivez le matin, vous commencez à marcher, vous rendez à la crèche et d'un coup vous portez un enfant, crac, vous avez une douleur musculaire, ça peut être une déchirure, des choses comme ça, et du coup c'est ça qui est problématique. Et ben, il faut toujours s'échauffer avant d'attaquer un travail. Et normalement, il faut faire un réveil musculaire. Donc tout à l'heure, on fera un petit exercice et je vous montrerai comment est-ce qu'on va faire un réveil musculaire. Ensuite, lorsque l'on fait une activité intense, eh ben, il faut toujours faire des étirements. Alors, si on s'échauffe, derrière, il faut s'étirer. Il faut s'étirer pour que le muscle élimine bien ses déchets, etc., etc. Et ce qui est problématique, c'est que si jamais on a une mauvaise élimination des déchets, eh ben, on aura un muscle contracté. Du coup, on peut attraper des crampes, des élongations, des déchirures musculaires, etc., etc. Et ce qui est problématique, c'est notamment le travail statique. Par exemple, on peut penser à une caissière qui est toute la journée assise, ou le travail sur écran. Ça veut dire que de temps en temps, il faut s'arrêter, marcher pour faire circuler cette bonne élimination des déchets et pour éviter une fatigue prématurée du muscle, parce que on peut se fatiguer en ayant une stature immobile. Voilà. Donc c'est pour ça que les stages d'échauffement musculaire, alors ça peut être pris à la rigolade un petit peu, mais sont vraiment hyper importantes. Même les chantiers de BTP commencent à s'y mettre parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait quand même beaucoup moins d'accidents du travail avec ces réveils musculaires. Donc ici on a les tendons, on les a déjà vus un petit peu tout à l'heure. Alors ici je vous ai mis, c'est la coiffe des rotateurs. Donc là on a les muscles qui sont reliés par des tendons. Donc là on a le muscle à l'arrière, le muscle qui est devant, celui-là, et tout ça forme une coiffe qu'on appelle ça la coiffe des rotateurs. Et quand on a la coiffe des rotateurs, et ben, c'est hyper douloureux, c'est qu'on a usé son tendon, c'est comme une corde d'arc qu'on a usé, ben, au bout d'un moment ça peut casser, quoi. Et du coup il n'y a que du repos. Et on a également des nerfs qui parcourent toute cette colonne vertébrale, donc on appelle ça des nerfs rachidiens. Donc ici on a le système nerveux central, le cerveau bulbo-rachidien, et ici on a la moelle épinière qui descend à peu près jusqu'à ici. Donc ça c'est la moelle épinière. Alors autour du cerveau on a un liquide qu'on appelle le liquide céphalo-rachidien. Ensuite on a des méninges qui protègent toute cette boîte crânienne, et après on a l'os. Et bien, il faut savoir que cette moelle épinière, elle est entourée du même liquide céphalo-rachidien, et il y a des méninges tout autour de cette moelle épinière. C'est pour ça que si jamais on a une suspicion de méningite, et ben, ils vous feront une ponction lombaire. Voilà. Et c'est parce que c'est le même liquide. Et ensuite, là, on a des nerfs périphériques. Alors, de mémoire, il y en a 31 paires de nerfs périphériques. Alors, ici, on appelle ça un plexus brachial. Alors, c'est un nerf qui traverse le bras. Et souvent, quand il y a eu des personnes qui ont été éjectées, ou par exemple un jeune qui a tapé en scooter, souvent quand il est tapé, il est projeté en volant, et il peut avoir un étirement du plexus brachial. Alors si ce nerf est coupé, c'est fini, la personne elle est paralysée du bras. C'est ce qui est arrivé à Jamel Debbouze, il s'est tapé un train, du coup le sang passe, les veines, tout ça, ça fonctionne, les muscles ils peuvent fonctionner, mais comme il a eu un plexus brachial, et ben tout ce bras il n'est plus fonctionnel, et ça c'est à vie. Et donc là on a les nerfs périphériques, et là on a un nerf qui est un peu en queue de cheval, c'est le fameux nerf sciatique. Et c'est pour ça que si on a une inflammation ici de ce nerf sciatique, et ben soit on a mal au dos, soit on a mal aux fesses, soit on a mal à la cuisse, ou soit on a mal jusqu'au bout des pieds. Voilà. Donc là ce sont les nerfs périphériques. Juste pour information, si jamais vous avez une section de la moelle épinière ici, vous êtes tétraplégique. Alors là, on a une vertèbre, donc là c'est bien la partie os, voilà. Donc ça c'est que de l'os, ce sont des vertèbres, l'articulation. Ici, on a la moelle épinière, donc là on a bien les méninges, donc ce sont les trois couches, la dure mère, l'arachnoïde et la pimère. Ici ce sont des nerfs périphériques, donc ils s'appellent ça nerf spinal. Et là on a les vertèbres. Donc là les nerfs périphériques,
la moelle épinière et puis la partie os. Voilà. Et donc, ici on a le disque intervertébral. C'est vrai que si on voit qu'il sort, donc là c'est vraiment l'avant, hein. Là c'est côté nez, et là c'est côté dos. Donc si jamais on fait une mauvaise manutention, qu'on pince la vertèbre devant, et bien ce disque intervertébral il a tendance à sortir et à venir appuyer ici contre la moelle épinière. Et souvent on entendra dire les gens qui ont une grosse hernie discale qui ne peuvent pas se faire opérer parce que le médecin trouve que la moelle épinière est trop proche de l'hernie discale, ou alors du nerf sciatique qui est ici. Voilà. Alors les différentes atteintes, on a déjà commencé à en bien parler. Je vous passe une petite vidéo. C'est sur les gestes répétitifs. Donc là, ça nécessiterait de faire une analyse de poste de travail, notamment avec cet appareil. Faut absolument on va faire exploser. Donc ce qui posait problème, c'était la répétitivité des gestes et puis l'appareil en lui-même. Allez, une petite vidéo sur les articulations. Une articulation est un dispositif mettant en jeu plusieurs os, se déplaçant les uns par rapport aux autres. Les os sont reliés entre eux par des structures élastiques et résistantes, la capsule articulaire et les ligaments. Le déplacement des os est facilité par la synovie, liquide visqueux, qui lubrifie l'intérieur de l'articulation. Les tendons assurent l'insertion des muscles sur les os. Ils peuvent être entourés d'une gaine synoviale qui les protège des frictions. Des bourses séreuses, sortes de coussins remplis de liquide synovial, facilitent également le glissement des tendons ou de la peau sur les autres structures de l'articulation. Les TMS sont des maladies qui affectent les tissus mous autour de l'articulation. Ils sont regroupés par catégorie, selon l'élément anatomique concerné. Les plus fréquemment évoqués sont la tendinite, qui est une inflammation des tendons, lorsque l'inflammation atteint également la gaine synoviale, on parle de ténosynovite. L'inflammation peut aussi concerner les bourses séreuses. Il s'agit alors d'une bursite ou hygroma. Une quatrième structure anatomique peut être affectée par les TMS. Il s'agit des nerfs, qui assurent la conduction des ordres moteurs vers les muscles et transmettent les informations sensitives vers le système nerveux central. La compression d'un nerf par des structures anatomiques voisines détermine un syndrome canalaire. Voilà. Donc là, ce sont des lésions au niveau des tendons, donc ici, des ligaments, pardon. Donc ici, on voit que le ligament a été totalement déchiré, donc on a les trois types de lésions au niveau des ligaments. Donc le premier, c'est l'entorse bénigne, donc c'est une inflammation des ligaments. Ensuite, il y a soit la déchirure partielle ou totale, ou soit complètement l'arrachement osseux, c'est-à-dire que ici, là, le ligament s'est décellularisé de l'os. Voilà. Donc ça, c'est l'entorse ou la foulure. Souvent, ça peut enfler. La deuxième partie, c'est la luxation. Donc on voit que là, l'épaule est normale, et ici, on voit que l'os est sorti de son logement. Donc la luxation, ça peut intervenir sur toutes les articulations, le genou, voire même la mâchoire. Hein. Généralement, des fois en bâillant, il y a des gens qui ont la mâchoire qui tombe, et du coup, il ne faut pas me faire rire, ça peut être très 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 mal. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est l'épaule. Hein. On a beaucoup de luxation au niveau de l'épaule.
au bout d'un moment, au bout de 3 ou 4 fois, il faut faire opérer impérativement. Et la dernière partie, c'est la fracture. Donc là, on voit qu'il y a une belle fracture. Ça, c'est le cas des chutes. Vous montez sur un tabouret pour récupérer des objets en hauteur, bim, chute de hauteur, et là, ça fait très très mal. Là, vous pouvez en avoir pour un petit moment, ça peut être même irréversible. Les accidents musculaires, on en a commencé à en parler tout à l'heure. Donc en fait, vous pouvez avoir des courbatures. Donc c'est un effort prolongé, trop violent ou à froid. Vous avez une accumulation de déchets, vous n'êtes pas échauffé. Et puis surtout, les personnes ne se sont pas étirées à la fin. Des contractures ou des crampes. Donc en fait, le muscle il se contracte de façon involontaire et ça fait très 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 mal. Souvent, c'est dû à la déshydratation. L'élongation, alors là, on a un allongement des fibres musculaires. Et puis souvent il est froid. Et on a également la déchirure musculaire. Donc là, ça peut être soit une partie des fibres sont rompues ou soit toutes les fibres sont rompues. Souvent c'est au niveau du dos ou de la cuisse. Le cas typique, c'est quand vous refaites un lit, en se penchant en avant, vous sentez comme un coup de couteau dans le dos. Cherchez pas, ça vient d'une déchirure musculaire. C'est quasiment sûr. C'est 3 semaines d'arrêt, et dès que vous tournez, dès que vous toussez, ça fait hyper mal, c'est très très douloureux. C'est pour ça que souvent le médecin il dira il faut se chauffer, il faut s'échauffer et surtout s'étirer, mais il faut également entretenir la musculature de son dos. Donc les lésions du tendon, ça on les a vues, donc là c'est la coiffe des rotateurs, et une petite vidéo pour vous expliquer le fonctionnement de l'articulation de l'épaule met en contact l'humérus, os du bras et l'omoplate. Vue schématiquement, l'articulation ressemble à une pastèque, la tête humérale, posée sur une assiette à dessert, la surface articulaire de l'omoplate. L'élévation du bras est essentiellement commandée par la contraction du muscle deltoïde. Mais cette contraction aurait également pour effet de remonter la tête de l'humérus s'il n'y avait d'autres structures permettant à la pastèque de rester au contact de l'assiette. Ces structures stabilisent la tête humérale qui va ainsi tourner comme un pivot sur la surface articulaire de l'omoplate. Elles sont essentiellement constituées par 4 muscles, dont les tendons se réunissent pour former une nappe tendineuse, coiffant la tête de l'humérus, et appelée la coiffe des rotateurs. Enfin, viennent s'interposer entre la coiffe et des éléments osseux du bord supérieur de l'omoplate, une bourse séreuse, ainsi que le tendon du long biceps. La bourse séreuse permet un meilleur glissement du tendon du long biceps et amortit un éventuel déséquilibre. Voilà. Alors, le syndrome canalaire, donc là c'est le canal carpien. Ici on voit qu'on a un ligament en travers et à l'intérieur passent des tendons, une gaine synoviale. Donc les tendons c'est pour la mobilité des doigts. Et ici on a un nerf qui s'appelle le nerf médian. Lorsqu'on a une sursollicitation de ces tendons et de ces doigts, il va y avoir une inflammation, du coup ils vont prendre un petit peu de volume et ils vont venir comprimer ce nerf médian, ce qui provoque des fourmillements et une réaction en chaîne, notamment. Le canal carpien est un canal constitué d'une part par les os du carpe, charpente du poignet, et par le ligament annulaire antérieur du carpe d'autre part. Dans ce canal inextensible passent des tendons, dits fléchisseurs des doigts car ils sont responsables de la flexion des doigts et de la fermeture de la main. Ces tendons coulissent dans le canal carpien à l'intérieur d'une gaine synoviale. Dans ce canal passe également un nerf appelé nerf médian, sensitif et moteur. Il est responsable de la sensibilité du pouce, de l'index, du majeur et d'une partie de l'annulaire. Il commande aussi une partie des muscles de la main permettant une préhension efficace. Le syndrome du canal carpien est l'exemple type des syndromes canalaires. Il a pour origine une compression nerveuse dans un canal inextensible. Il existe 2 mécanismes différents de compression. Par augmentation de volume des structures passant dans le canal inextensible, par exemple quand les tendons fléchisseurs des doigts sont soumis à des tractions et des frottements trop importants, cela provoque une réaction inflammatoire, tendinite ou ténosynovite. Les structures enflent
et peuvent alors comprimer le nerf médian. En augmentant de volume, elles frottent les unes contre les autres, entretenant ainsi cette réaction inflammatoire. Par diminution du diamètre du canal carpien. C'est le cas quand la face antérieure du poignet est en appui sur une surface ou quand le poignet est en hyperextension. Le ligament annulaire antérieur se tend alors comme une corde d'arc, comprimant les tendons et le nerf médian sur les os du carpe. Le nerf médian souffre modérément. La personne ne ressent que des douleurs et des picotements au niveau du pouce, de l'index, du majeur et de la moitié de l'annulaire. Le nerf médian souffre plus. Il ne transmet plus la sensibilité du pouce, de l'index, du majeur et de la moitié de l'annulaire. La personne sent moins bien les objets qu'elle prend dans la main et peut donc les lâcher. Le nerf médian souffre depuis longtemps. Les muscles permettant au pouce de toucher tous les autres doigts et d'avoir une bonne préhension ne travaillent plus efficacement. La personne a de la difficulté à saisir de façon sûre des objets dans la main. Enfin, les muscles diminuent de volume. C'est pour ça que les personnes lâchent les objets lorsqu'ils ont le canal carpien. Donc on a vu tout à l'heure à quoi correspondait l'hygroma, c'est du liquide synovial qui sort au niveau des bourses séreuses. On peut également avoir des inflammations microbiennes, c'est l'arthrite. Alors si on devait se donner une image, c'est que si on mettait du sable dans un roulement à billes, ça poserait des problèmes et il y a une destruction du cartilage. C'est très 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 douloureux. Et on peut également avoir de l'arthrose, notamment dans les vertèbres à l'arrière, et ça peut même créer un bec de perroquet. C'est-à-dire qu'ici, là, on voit qu'entre la dernière lombaire et la première sacrée, ici, là, ça se tasse et ça fait des becs de perroquet, là. Et ça, c'est très 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 douloureux, c'est l'arthrose. Alors quand on a au poignet, bon, ça peut passer, mais quand on en a dans le dos, c'est très douloureux, en fonction de votre activité que vous avez fait 1 ou 2 jours avant et puis de la météo, ça réveille des maux de dos qui sont phénoménales. On peut également avoir de l'ostéoporose, donc là l'os c'est normal, et en bas on voit qu'il devient poreux. Alors ça c'est la maladie typique des femmes qui sont ménopausées, des hommes aussi, mais il y a une déstructuration de l'os qui se fait et qui devient beaucoup plus poreux, quoi. Et ce qui se passe, c'est que lorsque la personne chute, il y a des fractures qui peuvent être assez importantes. Donc voilà, ça c'est les ménisques qui sont vraiment sursollicités et du coup on peut avoir soit un épanchement synovial ou soit une destruction du ménisque. On peut également avoir des maladies, notamment ceux qui travaillent au sol, les plaquistes, tout ça, qui sursollicitent toujours leur articulation, que ce soit les épaules ou les genoux. Il peut y avoir des zones de peau qui a perdu toute sensibilité. Et là, l'exemple qui est pris, c'est un vendangeur qui peut plus se relever après avoir travaillé plusieurs semaines accroupi. Quand on voit que dans les rizières, ils sont toujours accroupis, je me demande comment ils font derrière. Voilà. Une petite vidéo pour vous montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire au niveau du dos. N'attendez pas demain pour en prendre soin. Voilà. Et souvent quand on regarde dans les centres commerciaux tout ça, ils sont tous le dos baissé. Donc voilà, une lombalgie, c'est lorsqu'il y a une inflammation soit du disque intervertébral, soit au niveau de la moelle épinière, soit des nerfs périphériques. Donc là, ce serait plutôt une sciatique, ce serait sur le nerf périphérique. Alors quand on a le dos droit et qu'on fait des manutentions, en fait, ces noyaux gélatineux, ils restent bien en place. Et du coup, ça ne pose pas de problème. Par contre, dès qu'on a le dos rond, du coup, ce noyau gélatineux a tendance à partir en arrière. Ici, c'est écrasé. C'est comme
confiture, notre tartine de confiture, hein, si on appuie dessus devant, et ben ça a forcément tendance à partir en arrière. Et du coup, ça appuie sur la moelle épinière qui se situe à l'intérieur de cette cavité. Alors, ça tend à partir. Alors, on a plusieurs détériorations du disque. Ici, on a le disque qui est normal. Ici, c'est un lumbago. C'est une douleur au niveau du disque intervertébral. Ici, c'est la sciatique. Ça appuie sur la moelle épinière. L'hernie discale qui appuie sur un nerf. Donc la sciatique, ça appuie sur un nerf périphérique. Ici, ça appuie sur la moelle épinière. Et le dernier, c'est le tassement discal. Donc là, on a d'autres exemples. Ici, ce serait plutôt une sciatique. Donc à force de faire des mauvaises manutentions ou de sursolliciter son dos, on peut avoir un lumbago d'origine musculaire, ça peut être musculaire aussi, hein, ou les tendons qui sont inflammés, ou la compression, l'irritation d'un nerf par hernie, du coup ça appuie derrière. Les troubles musculo-squelettiques, alors c'est intéressant d'en parler parce que maintenant, qu'est-ce qu'on propose comme solution? Alors pour proposer des solutions, en fait on voit que le mal de dos, il ne provient pas en fait que des manutentions. Ça peut provoquer de plusieurs champs à l'intérieur de la structure ou même à domicile. Notamment par exemple l'ambiance sonore sont des ambiances qui tapent sur le système et ça peut vous provoquer des cervicalgies et par répercussion des maux de dos. Par exemple une chaleur excessive, on a eu déjà des 38 degrés lors de canicules dans les crèches, peut provoquer des troubles musculo-squelettiques. Le stress, l'ambiance lumineuse, par exemple des enfants qui seraient toujours malades et du coup là c'est plutôt un risque infectieux, c'est-à-dire qu'il y a un enfant qui a une gastro, du coup tout le monde a la gastro et tout le monde est en accident du travail. Et en fonction de chaque risque, il faut toujours proposer des actions de prévention. Alors pour trouver ces actions de prévention, on va essayer d'analyser rapidement tous ces troubles musculo-squelettiques. Alors du coup on a les muscles, les tendons, les ligaments, les nerfs, les vaisseaux sanguins, etc., qui sont atteints lors de ces troubles musculo-squelettiques. Alors c'est vrai que là le genou, je trouve ça bizarre que ce soit 2%, mais bon, ça doit être ça. Hein. Alors souvent c'est l'épaule, le coude, le poignet, le canal carpien, le dos. 8%, je trouve ça un peu bizarre. Et puis bon, écoutez, on va quand même en rajouter un petit peu ici et on va rajouter au niveau des genoux. Donc là on a bien le syndrome du canal carpien. Ça, c'est le tableau de la sécurité sociale 757. Alors, les TMS, ils sont multifactoriels. Alors, il peut y avoir des facteurs environnementaux, notamment tout ce qui est vibration. Alors en crèche, c'est quand même assez rare, mais le froid ou la chaleur, les outils que vous utilisez, l'éclairage, l'ambiance lumineuse. Par exemple, si vous avez un travail sur écran qui est face à une lumière, il faut se rendre compte que les yeux fatiguent énormément. Et que par exemple vous avez un néon qui est projeté directement sur vous ou une lumière qui est projetée directement sur vous, peut vous provoquer des cervicalgies et par répercussion un TMS. Et puis votre espace de travail, est-ce qu'il est confiné, est-ce qu'il est grand, est-ce que vous n'avez pas de place, est-ce que c'est mal rangé, etc., etc. Ensuite il y a les facteurs organisationnels. Donc il y a votre marge de manœuvre, qu'est-ce que vous avez le droit de faire, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire. La charge de travail, donc c'est sûr que si vous travaillez à 3 alors que normalement vous devriez être 5, et forcément vous allez avoir une usure du corps qui sera beaucoup plus importante et au bout d'un moment vous allez avoir le clash. Et ça on appelle ça un cercle vicieux. Et c'est pour ça qu'en maison de retraite ou dans les centres hospitaliers, ils sont toujours en train de jouer avec les effectifs alors qu'en fait il ferait mieux de former leur personnel et au moins ils auraient beaucoup moins d'accidents de travail. Donc il y a aussi le rythme de travail et le poste de travail en lui-même. Le poste de travail par exemple en crèche, ça peut être la personne qui fait le linge. Si on a mal aménagé le poste de travail de la lingerie, je peux vous assurer que la personne ne va pas rester très longtemps valide. Ensuite, il y a le facteur individuel. Alors, il y a l'ancienneté dans le poste de travail, le genre, l'âge, si vous êtes enceinte, les antécédents médicaux. Il y a même des contextes religieux. Hein. Si vous faites le ramadan en journée, vous allez forcément être fatigué, puis votre corps il réagit beaucoup moins facilement. Ensuite, il y a les facteurs biomécaniques, hein, la répétitivité des gestes, la force, les efforts exercés, etc., etc. Ensuite, il y a les facteurs psychosociaux, donc il y a l'insatisfaction au travail, le stress, la reconnaissance, la monotonie, la pression temporelle, les relations au travail et vos collègues. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que souvent en période de reprise de crèche par délégation du service public, les gens sont catastrophés et c'est là où ils développent des TMS, quoi. Voilà. Alors les dommages, hein, c'est tout ce qu'on a vu, hein. Donc des os, fractures, des articulations, entorse, luxation, bursite,
l'épanchement synovial, tous les muscles et les tendons, tac, ça peut être aussi les tendons du dos, hein, et des irritations, des compressions nerveuses, notamment tout ce qui est hernie discale et sciatique. Les facteurs de risque, alors c'est la notion d'effort, plus vous porterez lourd et plus ça va déclencher un trouble musculo-squelettique, plus les gestes seront répétés, plus ça vous déclenchera un TMS, et les postures contraignantes, tout ça est favorisé par la durée d'exposition. Donc en fait il faut réfléchir sur comment porter le moins possible, aménager sa crèche, mettre des escaliers, prévoir des choses. Alors par exemple il y a des postures pour donner à manger. Normalement il faudrait fournir à la professionnelle un tabouret qui puisse rouler pour qu'elle ait une bonne posture pour pouvoir donner à manger, notamment pour donner le biberon, pour faire des travaux en hauteur, notamment aller récupérer des documents ou des couches ou des choses comme ça, ranger la crèche, etc. etc. Donc les gestes répétés, on va essayer de trouver des alternatives à avoir pour éviter une monotonie au niveau du poste de travail. Et les postures contraignantes, on essaye d'aménager les postes de travail. Et si vous allez dans une lingerie, il y a certaines machines à laver qui sont à ras le sol, parce que normalement elles devraient être en hauteur pour qu'on puisse ne pas se baisser pour pouvoir récupérer son linge. Et des fois ils mettent la machine à laver en bas, le sèche-linge en haut, dans un coin de pièce où la personne est obligée de se tordre. Et du coup là c'est sûr que ça déclenche des troubles musculo-squelettiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme facteur aggravant? L'espace de travail, le bruit aussi. Hein. Donc, il va falloir trouver des aménagements ou demander aux enfants ou fermer les portes pour éviter cette ambiance sonore. L'éclairage, la température, l'hygrométrie. Donc là, est-ce que la pièce est humide ou pas? L'équipement et le matériel. Par exemple, pour l'équipement, on peut trouver des aides techniques, notamment des chariots, des diables ou des pinces ramasse-objets. Ça peut être pas mal. Alors les facteurs psychosociaux, on a la pression temporelle. Hein. Le matin, il faut changer les enfants, après il faut leur donner à manger, il faut les coucher, puis après il faut nettoyer, puis après il y a les parents qui arrivent, etc. etc. Les activités multiples, hein. Une directrice, elle doit s'occuper de l'argent, la relation avec la PMI, la relation avec les parents qui ne sont pas forcément super contents, la concentration nécessaire, les responsabilités, les relations entre collègues hiérarchiques, le niveau de stress. Hein. Tous ces facteurs augmentent l'intensité du mouvement et augmentent la tension musculaire et donc augmentent les TMS. Alors, il y a aussi l'âge, le poids soulevé, les vibrations, les déformations permanentes de la colonne vertébrale et les positions immobiles. Donc plus la durée d'exposition est longue, plus l'intensité des TMS sont fortes. Donc là, on a bien un dos normal. Ici, on a une syphose. On voit que c'est le cas des bossus, quoi. C'est la colonne vertébrale qui est trop en avant. Et du coup, comme la personne, elle a son regard qui va comme ça, elle va se cambrer, c'est-à-dire qu'elle va essayer de se mettre en arrière pour déjà mettre son centre de gravité qui est ici. Et du coup, elle va être obligée de compenser cette position. Donc là, c'est la lordose. Donc là, on voit que ça fait c'est trop penché en avant, quoi. Et là, c'est la scoliose. Donc c'est une déformation vraiment permanente de la colonne vertébrale. Là, on peut vivre avec, hein, mais là, vous êtes abonné à avoir des bons gestes toute votre vie. Il y a également les postures. Donc en fait, là, on a 3 zones. En vert, c'est les zones confortables. En orange, astreignantes, donc pénibles à la longue. Et puis en rouge, c'est les zones dangereuses. Alors là, c'est pour le coude. Alors ça pourrait être par exemple la lingère ou celle qui fait à manger ou un poste de travail sur debout, par exemple, une caissière ou des choses comme ça. Donc on va lui expliquer que entre ici plus 10 et moins 30, c'est une zone confortable. Par contre là, c'est tout de suite des zones oranges, ce qui peut déclencher un TMS au niveau du coude ou de l'épaule. Le cou, donc ça c'est le fait de basculer la tête en arrière toute la journée. Alors ça c'est le cas typique des banques d'accueil dans les entreprises. Vous êtes assise, il y a une personne qui est devant vous, c'est pour ça qu'il faut surélever les banques d'accueil. Le fait d'avoir la tête en arrière, là on est en zone rouge et c'est vraiment des zones inconfortables. Moi je connais des gens qui au bout de 2 mois devaient arrêter leur travail parce que ils avaient des douleurs cervicales qui étaient très importantes. Ça c'est le fait de pencher la tête en avant. Donc là c'est à droite et à gauche. Et là c'est sur les côtés. Ici c'est la posture du poignet. Donc je vous montrerai à peu près après une image sur le travail sur écran. Mais là, c'est le fait de lever le poignet ou pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des claviers ergonomiques. Alors ça, c'est l'épaule. Donc, on voit qu'on est très rapidement en zone orange, voire rouge. Donc, si vous faites des vitres toute la journée avec un chiffon,
ce n'est pas bon, c'est pas bien. Ce qu'il faut, c'est avoir un manche. C'est pour ça que un manche, et là on peut nettoyer la vitre avec le manche. Alors il y a un petit appareil qui s'appelle le Karcher Vitre, qui est génial et qui vaut 45 euros. Je ne comprends pas pourquoi certains établissements refusent d'en s'en équiper, notamment des grands groupes hôteliers qui ouvrent que l'hiver ou que l'été. Et pendant 2 jours, il faut nettoyer les vitres. Alors non seulement ils gagnent du temps avec ces appareils, mais en plus c'est beaucoup moins contraignant pour les épaules. Et donc ça c'est la flexion vers l'avant. Alors il existe un appareil, ça s'appelle API. C'est une chaise Joule que vous mettez, dès que vous penchez en avant, il se met à sonner quand vous êtes ici. C'est vraiment génial. Je vous le montrerai tout à l'heure, mais c'est pas mal. Et donc là, on voit tout de suite qu'on est en zone orange, et là, c'est pas bon. Et c'est ça qu'on fait lorsqu'on fait ces lacets ou des choses comme ça. Alors ça, c'est le travail sur écran. Vous voyez qu'ici, on a un repose-pied. Ça, c'est vraiment bien, c'est pour soulager, puis pour éviter d'avoir des jambes moins lourdes quand même, parce que le sang, il remonte un petit peu, et du coup... un siège qui monte et qui descend, qui a les lombaires qui sont maintenus, l'écran qui est juste en face pour éviter d'avoir levé soit la tête soit trop la baisser, sur le côté également, un repose coude qui est ici, la table qui est juste devant, et puis du coup on voit que c'est la souris et le clavier sont à proximité, du coup on est en bonne zone. Donc on peut prévenir les tensions dorsales avec le repose-pied. Et puis là, on a du matériel ergonomique pour prévenir la tension du poignet. Voilà. Donc en conclusion, là j'ai fini mon exposé. On va revenir sur les 4 choses. D'abord, il y a les accidents du travail et les maladies professionnelles. On voit qu'il y a un souci dans l'entreprise qu'il faut vraiment considérer qu'il y a un souci. Ensuite, il y a le fonctionnement du corps. C'est la limite de notre squelette, etc., des tendons, des articulations, etc. Si jamais on a mal, c'est qu'on a eu forcément des postures contraignantes. Et ensuite, il y a tout ce qui est troubles musculo-squelettiques. Donc on voit que tous les postes de travail peuvent être impactés par ces troubles musculo-squelettiques. En fait, ce qu'il faut, c'est trouver des solutions pour éviter ça. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut trouver en crèche ? À partir du document unique. Donc il faut vraiment le mettre à jour celui-là. C'est un formidable document de départ pour pouvoir faire la prévention en entreprise. On va essayer de travailler sur les risques psychosociaux, les risques infectieux, notamment former le personnel à leur dire voilà, un enfant ça peut être générateur de problèmes ou de maladies. Du coup c'est pour ça qu'il faut se laver les mains, il faut changer ses habits, peut-être porter une blouse, porter des gants quand il y a des changes ou des choses comme ça, c'est hyper important, se moucher et jeter son mouchoir, tousser dans son coude, etc., etc. Les risques d'ambiance sonore, c'est très bruyant les crèches, l'ambiance thermique, le risque ergonomique, donc en formant le personnel, en achetant du matériel ergonomique, notamment des lits à barreaux hauts, ou des ramasses objets, ou trouver par exemple une table de change avec un escalier qui s'ouvre et qui se ferme, tout ça c'est du matériel ergonomique qu'il faut absolument l'avoir. Le risque de déplacement en crèche, nettoyer le sol. Alors il y a toujours l'astuce d'avoir une raclette et puis de tirer tous les jouets, nettoyer de temps en temps, d'autant plus que si jamais il y a un risque de feu, vous devez pouvoir sortir avec les lits. Alors c'est vrai que si c'est encombré, vous ne sortirez pas, quoi. Le risque de déplacement en crèche, le risque électrique, donc là on formera le personnel d'habilitation électrique, et puis le risque incendie et explosion, donc là ce sera une formation. Voilà. Donc il y a à travailler sur tout ça pour éviter que les gens soient en accident du travail, ne se blessent sur leur lieu de travail ou soit en maladie professionnelle. Alors là du coup maintenant qu'est-ce que je vais proposer ? En fait on va faire des exercices et des charges inertes et ça c'est sur une autre vidéo. Merci beaucoup.